Ravi de vous retrouver sur SOS Docteur TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est l'heure du journal de la santé. Voici le sommaire. Il s'est tenu ce mardi à Lomé l'apothéose de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes. Célébration qui a eu lieu dans la salle amphithéâtre du ministère de la Santé. Vous le verrez au Kenya, des élèves et des enseignants d'une école située à proximité de la grande décharge du pays à Nairobi construisent une mini-forêt de bambou autour de leur établissement. Le but, lutter contre la pollution de l'air. Et puis dans la rubrique physiologie, découverte d'un organe sur le corps de la femme qui allie beauté et nécessité. Vous l'aurez compris, il s'agit du sein. Nous parlerons des constituants et du rôle du sein. C'était donc les titres. Nous passons à présent au développement. L'apothéose de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme s'est déroulée ce mardi à l'amphithéâtre du ministère de la Santé à Lomé. Au programme, conférences, débats, sensibilisation, réjouissances et remise de prix aux sages-femmes qui ont marqué leur passage dans la profession. Cette cérémonie a été appuyée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que le ministère de la Culture et du Tourisme. Nous vous donnerons d'amples détails sur cette célébration dans les prochaines éditions. Et puis, traditionnellement, la sage-femme est celle qui assure le suivi médical de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Au vu des exigences de sa profession, elle doit faire preuve de courage et avoir des qualités non seulement professionnelles, mais également humaines. Alors, quelles sont ces qualités? La présidente de l'Association des sages-femmes du Togo à Safeto répond au micro de Victorine Diagoué. Une sage-femme doit être avant tout compétente. C'est vrai que nous ne sortons pas de nos écoles avec des compétences, nous sortons avec des connaissances. Mais très rapidement, il faut les transformer en compétences. Dans la compétence, il y a beaucoup d'autres choses. Elle doit être empathique, c'est-à-dire elle ne doit pas avoir de la sympathie, elle ne doit pas juger les femmes parce que lors de la formation, en obstétrique, on lui a dit que le travail d'accouchement fait mal. Donc quand elle est en face d'une femme en travail, elle doit comprendre la femme, la douleur que la femme a. Elle doit être tendre, elle doit être mesurée dans ses propos, et elle doit être douce, et puis pas impulsive aussi. Elle doit contrôler sa parole. Dans l'actualité sanitaire, le 7 mai, c'est la journée mondiale des orphelins du sida. Toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman et à nos jours, environ 15 millions d'enfants ont perdu un parent ou les deux en raison du sida dans le monde. Cette journée vient faire la lumière sur la stigmatisation, la discrimination, le manque de soutien et les difficultés économiques auxquelles ces enfants font face quotidiennement. Il urge donc de mettre en place des programmes d'accompagnement afin de leur assurer un avenir meilleur. Et vous l'aurez compris, on appelle orphelin du sida un enfant devenu orphelin parce qu'il a perdu un ou deux de ses parents mort du sida. Eh bien, cependant, il faut retenir qu'un enfant peut naître sain sans la maladie d'un parent porteur du virus. Et cela est possible seulement si au cours de l'accouchement, les sages-femmes respectent certaines dispositions permettant d'éviter donc la transmission du virus de la mère à l'enfant. Flora Allah nous parle de ces dispositions dans le dossier qui suit. Seul un personnel qualifié qui connaît les risques de la transmission du VIH de la mère à l'enfant peut aider la femme séropositive à accoucher dans de bonnes conditions sans transmettre le virus au nouveau-né. D'abord, on met le plateau, on dispose la salle d'accouchement comme il le faut. Et même si la dame doit accoucher par voie basse d'abord ou par césarienne, cela dépend de la charge virale
de la dame parce que les niveaux de sécurité sont différents si c'est par voie basse ou par césarienne. Maintenant, si on décide de faire l'accouchement par voie basse ou par césarienne, il y a des choses qu'on utilise, par exemple du matériel qu'on utilise, plus il y a les gants spécialement, il y a des produits antiseptiques qu'on utilise lorsque l'enfant est sorti. On lave l'enfant avec pour éviter que l'enfant s'infecte avec le sang de la maman, le cordon, tout l'enfant. On enlève le vernis de caséosa et tout avant d'habiller cet enfant, même avant de faire la piqûre que nous faisons naturellement à l'enfant pour éviter les risques de saignement, d'hémorragie du nouveau-né. Il faut nettoyer l'enfant avant de faire cette piqûre-là pour ne pas envoyer le virus en l'enfant. Ce type d'accouchement demande plus de concentration de la part de la sage-femme pour éviter les saignements et les déchirures. Et l'accoucher a sa part de responsabilité. Lorsque les sages-femmes, les gynécologues, les médecins, le personnel qualifié demandent à la dame d'acheter produits antiseptiques qu'on utilise pour stériliser, on griffe l'enfant pour lui éviter les contaminations. Je pense que ces dames qui sont porteuses du VIH doivent faire attention parce qu'il est remarqué que souvent elles ne l'achètent pas. Souvent même, elles font les consultations ailleurs et vont ailleurs lorsqu'elles sont en travail pour subir cet accouchement. Et tout ça là crée réellement une faille et permet une contamination plus accrue. Donc certainement, il faudrait que ces dames prennent les dispositions. Écoute ce que les prestataires leur disent. Le nouveau-né reçoit à son tour un traitement sur une courte durée pour minimiser davantage le risque de transmission du virus. Parlant de transmission du virus de l'immunodéficience humaine, le Code pénal de la République togolaise en ses articles 176 et 177 fait cas de la transmission volontaire du virus à autrui et de la sanction prévue à cet effet. Ezekiel Arolou nous dévoile le contenu de ce test juridique. Selon l'article 176 du Code pénal de la République togolaise, est coupable d'actes de transmission volontaire du virus de l'immunodéficience humaine, VIH, la personne qui, se sachant infectée volontairement par quelque moyen que ce soit, transmet le VIH à autrui. Sachant que les objets qu'elle utilise sont souillés par le VIH, utilise les dits objets sur des personnes physiques. Volontairement, injecte des substances infectées par le VIH à une autre personne. Sachant que le sang offert pour la transfusion, le tissu ou l'organe donné pour être transplanté est infecté par le VIH, permet son utilisation ou procède à une transfusion de sang ou à une greffe de tissu ou d'organes sur une personne. Et puis, il est possible de minimiser les risques d'exposition aux infections dues au VIH. Ceci grâce à la prophylaxie pré-exposition orale, une méthode de prévention du VIH destinée aux personnes séronégatives. Que comprendre de cette méthode de prévention? Plus de précisions dans ce sujet signé Nachat Tiazoudi. L'utilisation de la prophylaxie pré-exposition orale fait partie des méthodes conventionnelles pour prévenir le virus du VIH-Sida. Ce médicament antirétroviral est essentiellement recommandé pour les personnes séronégatives qui courent un haut risque d'infection au VIH. Toute personne qui souhaite se protéger contre l'infection par le VIH, ou si vous avez des difficultés à utiliser le préservatif, ou si vous ne connaissez pas le statut VIH de votre partenaire, vous pouvez utiliser la PrEP. Pour utiliser la PrEP orale, il y a deux manières. Il y a la prise continue et la prise discontinue. Donc la prise continue, la personne prend la PrEP tous les jours. Et la PrEP discontinue, c'est lorsqu'il y aura une exposition que la personne va utiliser la PrEP. Donc en consultation, quand la personne adhère et décide de prendre la PrEP, on lui explique bien ces deux conditions qu'il doit respecter pour que la PrEP puisse être bien efficace. Selon les spécialistes, l'efficacité de la PrEP repose aussi sur un respect rigoureux du protocole d'usage des produits. Si vous voulez avoir une bonne santé, prévenir l'infection à VIH, vous pouvez
adopter la PrEP. Jusqu'il y a des conditions à respecter et des critères à respecter actuellement. Donc, lorsque vous allez vous diriger vers un centre de santé agréé, ils vont vous donner les informations nécessaires. Il y a des centres qui sont accrédités pour dispenser la PrEP. Donc, si vous arrivez sur ces sites, nous sommes disponibles à vous donner les informations nécessaires. On va voir si la personne fait partie des personnes qu'on peut intégrer actuellement dans la PrEP d'abord et ensuite on donne les informations nécessaires sur la prise. Les niveaux d'efficacité de la PrEP, à en croire les spécialistes, atteignent jusqu'à 92% de résultats des essais cliniques randomisés. Des résultats prometteurs quant à ce qui concerne la bataille contre le virus du VIH-Sida. Le 7 mai, c'est aussi la journée mondiale de l'asthme. En 2019, on estimait à 262 millions le nombre de personnes atteintes d'asthme et à 455 000 le nombre de décès causés par cette maladie dans le monde. En France, l'asthme touche environ 4 millions de personnes et est responsable chaque année de près de 60 000 hospitalisations et presque 1000 décès. Cette journée clé vise à éveiller la conscience des uns et des autres sur cette maladie respiratoire chronique. C'est également une journée d'échange, d'informations réunissant professionnels de santé et asthmatiques. Et comme dit à l'instant, l'asthme est une maladie qui affecte les poumons quand elle survient chez un sujet au travail, sujet qui ne se soupçonnait pas asthmatique. On parle dans ce cas d'asthme professionnel. L'essentiel à savoir sur cette pathologie, c'est dans ce sujet signé Gisèle Sossou. Contrairement à l'asthme normal, l'asthme professionnel découle d'une exposition du travailleur à des allergènes ou à des irritants sur le lieu du travail. L'employé peut se sentir bien et d'un moment à l'autre commencer à suffoquer, à s'étouffer et même à faire une crise. Le médecin pneumologue Gildas Agodopessi explique. Dans certains cas, la personne a travaillé toute la journée, il a bien respiré ces substances-là et c'est le soir que sa maladie se déclenche une fois qu'il est chez lui à la maison. Ou bien, souvent aussi, c'est des gens, toute la semaine, ils travaillent, ils ne sont pas bien. Ils ont les symptômes de difficultés respiratoires, l'étouffement, parfois la sensation d'oppression dans la poitrine, ou bien leur respiration qui siffle. Ça fait voyez-vous, ou bien ils toussent. Et donc, c'est des sensations qu'ils ressentent tout le long de la semaine, si ça n'arrive pas à l'étape de la crise. Et puis, les week-ends, subitement, tout rentre encore dans l'ordre jusqu'à la reprise du travail la semaine suivante. Si les signes cliniques de l'asthme se manifestent au travail, le travailleur doit se rendre dans un centre de santé. Là, c'est au médecin de poser le diagnostic pour savoir si l'asthme est professionnel ou pas, afin de permettre une bonne prise en charge. Le médecin à l'hôpital doit pouvoir se mettre en contact avec le médecin de l'entreprise où travaille le patient pour que ensemble les deux prennent en charge cette maladie-là. Parce que la prise en charge, elle est double. Il faut déjà lui donner les médicaments de l'asthme pour lui calmer la crise d'asthme, pour lui calmer. Ensuite, deuxièmement, il faut agir sur la situation qui lui déclenche et ensemble, les deux médecins vont pouvoir travailler de concert pour que le malade, à la fin, puisse se retrouver. À l'endroit des professionnels de santé, après le traitement d'un patient ayant fait une crise d'asthme, il faut agir sur la cause, surtout pour les patients qui ont des métiers à risque, et aux populations de consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes. Et puis l'actualité internationale nous conduit au Kenya. Là-bas, vous allez le voir, des élèves et des enseignants construisent une mini-forêt de bambous autour de leur établissement dans le but de lutter contre la pollution de l'air. En effet, l'école serait située à proximité de la plus grande décharge du pays, ce qui occasionne des maladies respiratoires à la longue chez les habitants. Un reportage de nos confrères d'Africa News. Une mini-forêt de bambou a été créée autour d'une école kenyane pour parer les effets négatifs de la pollution sur les enfants et leurs enseignants.
Située à proximité de la plus grande décharge du pays, l'école secondaire de Dandora, dans l'est de la capitale Nairobi, est à présent entourée de plus de 100 bambous plantés. Chaque matin, une fumée âcre s'échappe de la combustion des déchets et se dirige vers leur école, provoquant des maladies respiratoires. La décharge produit du gaz le matin et l'après-midi, voire devient un problème le matin. Elle produit de la brume, du brouillard qui pollue vraiment l'environnement, produit de mauvaises odeurs, mais certains des problèmes qui nous affectent vraiment sont l'odeur qui se dégage de la décharge, la fumée. La combustion de ces éléments produit de la fumée qui déclenche également de l'asthme, qui est une maladie très répandue à l'école secondaire de Dandora. La décharge a été déclarée pleine il y a 23 ans, mais des centaines de camions continuent d'y circuler chaque jour pour y entasser de nouveaux déchets. Armés de houes de jardinage et de plants de bambou, les élèves se rassemblent pour faire pousser les arbres qui filtreront l'air pollué autour de leur école. Ma motivation pour lancer le projet de bambou dans l'école était d'atténuer les effets de la décharge. Elle pollue vraiment l'air que nous respirons et je sais que cela va réduire les cas d'infections respiratoires parmi les habitants de la communauté de Dandora. Les bambous sont considérés comme l'un des meilleurs purificateurs d'air de la nature selon l'UNESCO. Les jeunes pousses plantées en août de l'année dernière s'élèvent lentement contre les fumées suffocantes. Plus de 4000 arbres de différentes espèces ont déjà été plantés. En plantant des bambous, on crée une barrière qui empêche l'air pollué de passer, surtout en ce qui concerne les particules fines. De plus, le bambou étant une plante, il assure la photosynthèse, ce qui lui permet de produire de l'oxygène tout en absorbant du dioxyde de carbone. L'école, financée par des fonds publics, compte sur les dons pour acheter les plants qui se vendent à 400 shillings kenyans à l'unité. La décharge de Dandora occupe environ 50 hectares de terrain et reçoit quotidiennement plus de 2000 tonnes de déchets provenant des environs de Nairobi. Place à la rubrique physiologie à présent. C'est un organe pair très développé, situé à la partie antérieure du thorax chez la femme. Il contient la glande mammaire. Vous l'aurez compris, il s'agit du sein. Le sein a pour fonction principale la production de l'air du lait pour nourrir le nouveau-né. Alors, quels sont les constituants du sein et quel rôle joue-t-il chacun? Élément de réponse dans ce dossier de Victorine Diagoué à la voix de Christelle Wang. La partie externe du sein est constituée d'un mamelon et d'une aréole. L'extrémité du mamelon contient plusieurs pores permettant au lait de s'écouler durant l'allaitement. L'aréole, la zone pigmentée qui entoure le mamelon, est couverte de glandes de Montgomery qui sécrètent une huile lubrifiant le mamelon et l'aréole. Le sein est parcouru de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques. Les ganglions et les vaisseaux lymphatiques composent le système lymphatique qui aide le sein à combattre les infections. Avant la puberté, il y a peu de différence entre le sein masculin et féminin. À l'entrée dans la puberté d'une fille, les hormones œstrogènes et progestérone entraînent des changements significatifs au niveau des seins avec pour résultat final le développement des seins féminins matures. Peu importe le format de la poitrine, l'important est de s'apprécier et de garder les seins en bonne santé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction et de l'équipe technique de SOS Docteur TV. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent. Prenez soin de vous. Votre santé et bien-être, notre priorité.